Premier rendez-vous de l'année 2022 du tribunal de l'actualité. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous le savez, vous êtes au tribunal de l'actualité. Un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez également suivre en direct sur notre page Facebook et également en replay sur notre compte YouTube. Je suis Adam Scarlett Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Monsieur les juges. Bernard Bougma Joufrava. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Les États-Unis d'Afrique, le rêve des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine reste jusque-là un rêve inaccessible, une politique fiction. Celui que nous recevons ce matin à la barre s'est donné pour mission de faire de ce rêve-là une réalité et il se donne justement jusqu'à l'horizon 2030 pour le réaliser. Il est le coordinateur de United Kingdom of Africa, UCAF. Bonjour et bienvenue, El Hadj Mohamed Bomba. Oui, bonjour, Monsieur le Président. D'accord. Alors, je l'ai dit, à la barre ce matin, nous allons découvrir votre vision de l'unité africaine, une vision qui est basée sur nos valeurs culturelles, notamment la chefferie traditionnelle. Ouais. Nous aurons ce temps d'antenne-là pour découvrir et en tout cas comprendre davantage votre vision. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Bougma, c'est le premier rendez-vous de l'année 2022, avant-propos. Oui, premier rendez-vous de l'année 2022. Hier, c'était une journée historique pour le Burkina, parce que ça rappelait le 3 janvier 1966, donc ayant conduit les mouvements populaires qui ont conduit à la fin du régime de feu Maurice Yamégo, le tout premier président de la République de Haute-Volta devenu aujourd'hui Burkina Faso. Donc le Burkina a eu droit à une journée de commémoration sur fond de férié, au lendemain également d'une fête, donc la fête de l'an comme on la qualifie, donc le 1er janvier. Donc le 3, ça a été férié. Donc c'était un rappel historique. Donc aujourd'hui, effectivement, ce qui fait que c'est notre toute première convocation de l'année, c'est un mardi. Donc je voudrais souhaiter mes vœux les meilleurs à tous les Burkinabés, mes vœux de courage, de santé, de paix, de la paix pour le Burkina, de la paix dans nos familles et puis de la santé également, parce que quand il y a la paix dans un pays, que vous avez la santé, si vous mouillez le maillot, normalement le reste ça doit pouvoir aller, mais avec un peu de courage ça doit pouvoir aller. Donc de la paix et de la santé, je souhaite à tout le monde beaucoup de courage et encore merci à ceux qui nous suivent, qui nous font des remarques, qui nous apportent des compléments d'information, de la documentation. Je le dis parce que c'est important, ce sont ces personnes-là qui nous font avancer. Donc merci encore. Pour terminer en avant-propos, c'est le Mali. Après les assises nationales, c'est maintenant le round diplomatique qui a commencé. Et ils sont en train de faire le tour des palais présidentiels pour expliquer la nécessité de report. Donc le report étant déjà consommé février, il ne faut pas rêver, il n'y en aura pas. Donc le report étant déjà acté, comment est-ce que faire avaler la pilule et faire comprendre que c'est pour revenir avec un Mali plus fort, plus grandi, un Mali plus costaud. Donc comme on le dit, reconstruire le Maliba dans ses anciennes fondations. Je pense que c'est ce tour-là qu'ils sont en train de faire. Le président Kaboré a reçu une délégation. Il y a déjà des sanctions qui sont venues du côté des États-Unis avec la suspension du Mali par rapport à l'AGOA. Mais bon, quand vous regardez la balance commerciale pour l'AGOA au niveau du Mali, c'est vraiment faible. Donc, ce n'est pas un grand impact comme ça sur le plan économique, mais l'impact, ça va être politique et diplomatique. Ça, oui, parce que c'est quand même tout un symbole. L'AGOA, c'est un autre outil diplomatique. Donc, ça peut jouer sur le plan diplomatique et peut-être d'autres organisations risquent d'emboîter le pas. Mais bon an, mal an, je dis bien c'est un Mali qui a fait des choix qui les assume. On peut leur reprocher la méthode et tout, mais on ne peut pas leur reprocher la faute de n'avoir pas essayé. Au moins, ils ont essayé. Ils disent, on a eu plusieurs transitions, nous allons faire une autre façon la transition. C'est à l'aune des résultats qu'on pourra juger. Mais c'est aussi un Mali qui a besoin aussi de se redresser, mais de pouvoir faire les choix qui lui conviennent pour pouvoir avancer. Ne vivant pas en vase où le Mali a besoin des autres pays, mais c'est d'abord la décision du Mali. Et donc, beaucoup de courage à tout le monde et puis, encore une fois, merveilleuse année 2022. Merci, juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, président. On sait que c'est 2022, donc, et c'est le moment des vœux, des souhaits
qui sont empreints de positivité pour la suite des choses. Moi, je veux m'arrêter sur le discours du président du Faso. Et dans son dernier discours donc, de l'année, moi, ce que je retiens, c'est les engagements qu'il dit avoir été ceux adressés au nouveau gouvernement. Moi, ça sonne comme les vœux pour 2022 parce qu'il les a rappelés. Le nettoyage des zones infestées par les terroristes, le retour des déplacés dans leur localité d'origine et la question de réconciliation nationale, la lutte contre l'impunité, la corruption qui demeurent toujours des priorités majeures. Ça, c'est le bon diagnostic qu'on a, en tout cas, de la situation burkinabé aujourd'hui. Il y a une bonne partie de ce peuple-là qui souffre de n'être plus chez lui. Quand je dis chez lui, c'est dans son village, c'est dans sa région d'origine, c'est d'avoir été chassé par des terroristes. Ces messieurs-là ne pourront regagner la paix et le confort qu'en retournant chez eux. Ces personnes-là se déplacer en retournant chez eux. Donc ça c'est le vœu, mais ça passe aussi par la reconquête de ces partis-là. Et c'est heureux d'entendre que le président dit s'y engager. Mais les engagements, le problème venant des politiques, c'est des choses qu'on a tellement entendues. Passer les paroles, venir la période des actes. Et je pense que c'est tout l'espoir que les Burkinabés font aujourd'hui. C'est que dans cette lutte-là qui nous est imposée, il y a une inversion de tendance. Qu'on ne parle pas de territoires qui soient encore occupés et de leur avancée, mais plutôt que ce soit nos forces qui reprennent du poil de la bête, qui reprennent du territoire et des populations qui regagnent leur région d'origine, leur village. C'est tout ce qu'on pourrait souhaiter pour le Burkina. Merci, messieurs les juges. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi, en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. El Hadj Mohamed Bamba est notre convoqué du jour. Il est le coordinateur de UCAF, United Kingdoms of Africa, entendez par là les Royaumes-Unis d'Afrique. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour, monsieur le président. Alors, je rappelle, vous êtes également guide et médiateur de la révolution patriotique et panafricaine. Ça Oui. fait beaucoup de concepts. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Qu'est-ce que ce concept-là renferme? Bon, avant de commencer, sous le respect de nos autorités coutumières et religieuses, l'autorité politique et administrative, ainsi que le peuple burkinabé. Et je m'incline devant les mémoires de nos disparus. Tout récemment, l'Adiero, qui s'est passé lorsque j'étais sur le sol burkinabé. Et j'ai prié le bon Dieu que l'année 2022 soit une année d'espoir, de paix, de justice et de liberté pour l'Afrique. Pour revenir au niveau de guide et médiateur, d'abord je suis coordinateur de United Kingdom of Africa. Là, ça regroupe d'abord les 54 pays africains. Et il y a la diaspora africaine du monde, sinon à travers le monde. Il y a aussi les afro-descendants. Donc nous avons tablé l'Afrique en 3 dimensions. Toutes ces dimensions se retrouvent avec un dénominateur commun qui est l'Afrique. Je suis aujourd'hui guide et médiateur de cette révolution patriotique et panafricaine. Je dirais bien sûr du côté positif, parce que nous avons adopté un combat intellectuel et juridique. Parce que nous avons compris que nos pères de l'indépendance, ils ont tous dit dans leurs documents qu'ils ont fait les préalables. Mais le reste de la mission, c'est à la nouvelle génération. Est-ce que la nouvelle génération s'est posé la question, quelle est notre mission? Et quelles sont les prérogatives et tout ce qui suit? Donc, j'ai été chargé par un cercle de réflexion et d'action afin d'avoir créé un cercle de sages, c'est-à-dire les personnes ressources. Toutes ces personnes-là ont toujours des relations sur cette terre. On a toujours des sages qui sont là, qui sont documentés, qui ont beaucoup de documents par rapport au passé, mais qui n'ont plus confiance à cette nouvelle génération et qui ne savent plus à qui s'adresser. Donc moi, mon rôle en tant que guide et médiateur,
c'est de recenser, répertorier d'abord les familles royales, de les rencontrer, faire une prise de contact avec eux, me présenter à eux, et de rencontrer aussi la famille des pères de l'indépendance. Parce que, je prends l'exemple sur le Ghana. J'étais tout récemment avec la fille de Kwame Nkrumah, Samia. Nous avons constaté que ces familles-là ne se retrouvent plus dans le combat panafricaniste. Parce que tout le monde parle du panafricanisme à la télé, sur les réseaux sociaux, mais on ne voit pas de concret. Il faut une base et il faut un programme. Donc à travers ça, nous avons dit que ce n'est pas seulement les pères de l'indépendance, les familles, mais il faut aussi aller vers ceux qui sont des bâtisseurs, comme la famille de Kadhafi, la famille de Nelson Mandela. Peut-être ils ne sont pas les pères de l'indépendance. C'est comme Thomas ici, il n'est pas le premier président burkinabé du Burkina, mais il est le premier président du Burkina Faso, mais pas haute volta. Donc il nous faut aller vers toutes ces familles-là à travers un espace de reconnaissance et de mérite pour le service rendu par leurs parents. Et après maintenant, nous allons leur demander s'il y a des documentations que les parents ont laissées par rapport au futur de l'Afrique et des solutions par rapport à nos 6 pôles de développement. Donc, c'est ce qui fait que moi je suis aujourd'hui guide et médiateur de cette révolution patriotique et panafricaine. D'accord. Alors vous séjournez depuis quelques jours au Burkina Faso. Oui. Vous avez décidé, comme vous l'avez dit, de porter le combat de Lumumba, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah. Oui. Alors il y a un projet, installer vos quartiers au niveau du Burkina Faso. Alors pourquoi le choix? Pourquoi le Burkina Faso? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Bon, pourquoi le Burkina Faso? Comme je le disais lors de la conférence de presse, nous avons un cercle de réflexion et d'action. Et il y a un cercle de sages. Nous avons compris que le Burkina, c'est le pays des hommes intègres. Comme j'avais eu à dire devant les médias, le jour de l'anniversaire de 72 ans de Thomas, Thomas, en partant, disait qu'il y aura des milliers de Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, il y a des millions de Thomas Sankara. Mais peu de jeunes Burkinabés ou de jeunes Africains sont Thomas Sankara. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'idée, ni le concept dans l'esprit, ni dans le cœur. Il faut que ça soit dans les actes. C'est ce qui manque aujourd'hui. Et nous avons compris, vu que le Burkina est au milieu, parce que le grand problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est l'insécurité. Donc, vu au niveau du Mali, et vu au niveau du Niger, au niveau du Burkina, ce qui se passe aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire à ce que je siège ici, enfin, d'aller sur 2 fronts. Un d'abord, il faut la communication interne et externe. Fédérer maintenant le peuple burkinabé aux objectifs du patriotisme et du panafricanisme, ainsi que la citoyenneté. Maintenant, promouvoir l'image du Burkina et l'Afrique aux yeux du peuple burkinabé d'abord et auprès des partenaires techniques et financiers. Parce que l'Afrique, le vrai problème chez nous aujourd'hui, l'insécurité ne donne pas la chance à nous les Africains d'avoir des acteurs au développement ou des partenaires qui peuvent venir investir chez nous. Donc le Burkina, d'après le cercle de réflexion et d'action ainsi que les sages, le Burkina c'est le futur. D'accord. Monsieur les juges, question de généralité. Juge va. Oui, quand je vous écoute, il y a la démarche qui est quand même assez singulière, parce que très souvent quand on entend parler d'une Afrique unie, ou bien d'une Union africaine, ou bien de la vision d'un continent sans barrière, hérité des périodes coloniales et tout, on voit plutôt le contexte actuel, celui de nos États, avec un effort de faire disparaître les frontières par le flux de personnes et de biens et services en termes de circulation, ce qui est vendu très souvent. La libre circulation des biens et des personnes, c'est ce qui permet une intégration et qui permet donc de faire sauter certaines barrières. Ouais. Mais vous ne partez pas sur aujourd'hui, vous partez sur hier.
parce que vous parlez de royaume. Là, on est dans nos acquis. On va chercher dans notre histoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un genre de concomitance des temps? Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, les royaumes n'existent que par ceux qui en sont les descendants. Donc aujourd'hui, mais qui sont aussi quelquefois la réalité de certains clivages. Je prends un exemple tout simple pour étayer mon propos. Je prends le Mali où il y a des crises aujourd'hui. Oui. Quand vous entendez Dogon, Peul, ça vous parle affrontement, le nombre de morts aujourd'hui, on ne peut plus les compter. Oui. Est-ce que c'est pas un frein à ce qui est noble et qui est la dynamique dans laquelle vous allez? Est-ce qu'il n'y a pas à sensibiliser? Oui, merci encore, monsieur le juge. Je n'étais pas rentré dans les détails. Quand on parle de royauté, les gens voient directement l'ancienneté. Ok. Nous, aujourd'hui, avec l'avènement de la démocratie chez nous, ça n'a pas été adapté à nos cultures et à nos valeurs. C'est d'essayer de travailler en ce sens. Les familles royales existent depuis dans le temps. C'est pourquoi nous parlons des Royaumes-Unis d'Afrique, parce que l'Afrique n'a jamais connu d'État. L'Afrique a toujours connu que des royaumes et des empires. Et c'est à travers ça que nos valeurs et nos traditions étaient vraiment respectées. Un exemple. Auparavant, tant qu'il y a un chef de quartier, dans le quartier, on ne pouvait pas assister à des divorces. On ne pouvait pas assister à des querelles entre les fils et les filles de la même famille. Donc nous avons perdu nos valeurs. Vous avez pris l'exemple sur le Mali. Je suis africain du Mali. Je suis Sénoufo, de la 3e région. La situation qui se passe au Mali entre les Dogons et les Peuls, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est le conflit interne. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est trop politique. Parce que si on partait au niveau de la base, essayer de comprendre le fond, parce qu'aujourd'hui, nous voyons la façade, on se concentre sur ça, mais pas le fond. Maintenant, si on parle du Royaume-Uni d'Afrique, et de ne pas parler des États-Unis d'Afrique, je prends l'exemple sur le Ghana. Le Ghana, il y a la royauté. Et il y a toujours la démocratie. Est-ce que le Ghana, aujourd'hui, quelqu'un peut dire qu'il y a l'insécurité là-bas? J'ai étudié au Ghana. Je sais comment ça se passe. Aujourd'hui, si on arrive à adapter la culture et nos valeurs à cette démocratie, l'Afrique pourrait être telle que nous voulons. Je reviens par rapport à ce que vous avez dit. Nous avons parlé de l'autodétermination. Nous avons 6 pôles de développement. Je commence par l'autodétermination. Nous sommes tous d'accord que l'Afrique est une nation, même si c'est fictif actuellement. L'Afrique est une nation. Quand c'est une nation, nous avons droit à une nationalité africaine. Et quand on a une nationalité africaine, on a droit à un passeport africain pour faciliter la libre circulation des personnes et leurs biens sur toute l'étendue du territoire africain. Et quand on a ça, on a besoin d'une monnaie africaine, typique africain. Et le dernier point, nous devons avoir une armée africaine. Une armée africaine, aujourd'hui, imagine le Mali, le Burkina, le Nigeria, le Cameroun. Ils ont des problèmes avec les terroristes. Parce qu'ils savent qu'ils font face au Burkina, au Mali. Mais le jour que les terroristes vont savoir qu'ils font face à tout un continent, là, ce jour-là, nous allons mettre fin à tout ça. Et par rapport à tout ça, nous revenons vers le premier point. Et le premier point, c'est l'autosuffisance alimentaire. Un homme affamé n'a pas de liberté, n'a même pas de choix. Travaillons par rapport au domaine de l'autosuffisance alimentaire. Les jeunes qui sont aujourd'hui au niveau du front, qui sont des terroristes ou le banditisme, tout ce qui suit, c'est par manque d'emploi. C'est par manque de vision. Donc aujourd'hui, on s'est dit, quand on part au niveau de l'autosuffisance alimentaire, la santé et l'environnement, l'éducation et la culture, en même temps l'emploi et la formation, assurer la sécurité, là, ces jeunes qui sont au niveau du front, là, personne n'aime se cacher dans les forêts, risquer sa vie, et tu n'es pas avec ta famille. Tout le monde aime la belle vie. Tout le monde veut être en ville, avoir une vie normale.
mais c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir. C'est à nous aujourd'hui de travailler en ce sens pour maintenant assurer les 6 pôles de développement d'ici 2030. D'accord. Juge Bourma. Alors, vous avez parlé effectivement de ces 6 pôles de développement. Vous invitez également les uns les autres à travailler à ce que cela soit une réalité. Exactement. Maintenant, l'un des dénominateurs communs de ceux qui portent ce combat aussi, c'est de investir dans une action de la société civile, dans des actions beaucoup plus de conscientisation, de conférences, mais après s'impliquer activement pour inverser la chose, parce que c'est quand on est réellement, on tient les manettes du pouvoir qu'on peut effectivement inverser la tendance. Oui. Est-ce qu'il y a également cet engagement politique-là, la nécessité de cet engagement politique-là que vous prêchez aux jeunes? Parce que je fais partie de ceux qui pensent, moi personnellement, que toute action de ce sens-là, sans une portée politique, ça va être difficile que ça aboutisse. Parce que ceux qu'on cite là, que ce soit Lumumba, Nkrumah, Sankara, c'est parce qu'ils ont à un moment donné franchi le pas pour rentrer dans le jeu politique qu'on les cite. Oui. Merci, monsieur le juge. Et ça fait partie de nos programmes. Quand on parle de 2030, il y a un objectif. Les gens voient seulement les 6 pôles de développement. Nous sommes en train de voir un seul point. Et ce point, c'est quoi? On tape la poitrine au nom de Thomas Sankara, au nom de Kwame Nkrumah, vous venez de le dire. Ils ont cherché d'abord le pouvoir pour s'imposer. Aujourd'hui, nous demandons à tous ceux qui se disent panafricanistes, patriotes, tu dois d'abord être un acteur au développement et ensuite être un acteur politique. C'est ça l'objectif. Mais ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, que nous pensons que nous avons presque, je dis presque, la même vision, nous allons les épauler à travers nos projets de société que nous avons conçus et qui ça permet à tout État de se développer. Mais au finish d'ici 2030, nous voulons avoir une Afrique avec nos hommes à la tête de chaque pays africain. Alors 2030, ce n'est pas loin, parce que nous sommes en 2022. Dans 8 ans. Ah oui, c'est dans 8 ans. Oui. Donc c'est un travail qui a commencé. Est-ce qu'à ce stade-là, c'est aussi comprendre que vous portez en vous aussi un parti politique? Ou bien c'est seulement pour le moment une organisation de la société civile? Nous, on n'est pas dans le cadre politique pour le moment. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans le cadre politique en Afrique, la politique n'a pas été comprise en Afrique. Aujourd'hui, tu es un homme politique, on te traite autrement. Aujourd'hui, notre mission, c'est d'être acteur au développement. Parce qu'un politicien, normalement, quand tu veux être candidat pour la mairie ou la députation dans ta commune, je parle d'hier, c'est par rapport à tes passés que les gens te choisissent. Auparavant, c'était les enseignants. Les enseignants des écoles qu'on choisissait pour être maire, parce qu'ils avaient le respect de tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, si tu as l'argent, tu te présentes et maintenant, tu passes. Parce que la jeunesse aujourd'hui, ainsi que les femmes, je m'excuse par le terme, n'ont pas encore compris le vrai sens de la politique. Un politicien, normalement, c'est un acteur au développement. Tu poses des actes, on voit ce que tu as fait, maintenant tu n'as pas l'appareil politique. Si on te donne l'appareil politique, nous savons que tu vas aller de l'avant. C'est par rapport à ça. Aujourd'hui, nous sommes une organisation qui essaye de se structurer pour être à la hauteur. Pour le moment, nous avons adopté la stratégie crocodile. Tu ne sors jamais si tu n'es pas prêt. Nous avons commencé le 23 septembre 2020. Ça a commencé à Bamako avec la rencontre des panafricanistes là-bas. Donc on a déjà fait un temps. Les 10 ans, on a fait beaucoup de travail déjà. Ça reste beaucoup encore. Mais la vie, c'est une continuité. C'est ce qui manque aujourd'hui à nous en tant que la nouvelle génération. Nous voulons s'aimer aujourd'hui et faire les récoltes le même jour. Alors que nos dirigeants, ils ont toujours eu à dire qu'ils ont fait les préalables. Maintenant, le reste,
de la mission, c'est à nous. Mais nous ne savons pas quelle est notre mission. D'accord. Voilà. Mais il y a déjà des partis politiques qui se réclament panafricanistes. Au Burkina, vous avez l'OPABF. En Côte d'Ivoire, on a le parti de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il y a une relation entre vous? Nous avons une relation avec tout le monde. Parce qu'on s'est dit africain. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque je suis arrivé au Burkina ici, on m'a posé beaucoup de questions. Pourquoi la conférence de presse, on n'a pas vu des leaders panafricanistes du Burkina au niveau du présidium? J'ai dit, l'expérience que nous avons eue et les démarches que nous sommes en train de suivre, nous avons compris que dans chaque pays africain, quand tu t'affiches aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un publiquement et l'autre va te considérer comme son ennemi direct. Nous devons d'abord travailler à faire comprendre les uns et les autres qui ne sont pas des ennemis, qui ne sont pas des adversaires. On n'a juste pas les mêmes pensées, mais nous voulons arriver au niveau de même destination. Donc ce n'est pas du tout facile. Selon je suis ici aujourd'hui en tant que guide, mais nous avons toute une organisation de personnes qui sont dans d'autres volets. Moi je ne suis pas dans la sécurité, mais il y a des experts en sécurité. Il y a des experts par rapport au développement économique, social et culturel. Il y a des experts par rapport à l'éducation, à la culture. Comment fusionner notre culture avec l'éducation que nous avons aujourd'hui. Que les gens arrivent à aller à l'école du savoir et non seulement à l'école juste du travail. D'accord. Alors vous avez décidé de baser votre vision sur la royauté, vous l'avez dit. Oui. Alors vous avez pris l'exemple du Ghana qui est un exemple assez réussi. Oui. Mais n'oubliez pas que dans certains pays, il n'y a pas de statut clair pour la chefferie traditionnelle. C'est par exemple le cas du Burkina Faso où on n'a pas encore statué sur le rôle et la place de ces derniers au niveau de la sphère politique. Ça fait débat. Est-ce que ça ne peut pas être un frein? Bon, je ne dirais pas que ça pourrait être un frein parce que comme j'ai eu à dire, nous avons des étapes au fait. Il y a le Royaume-Uni d'Afrique et il y a aussi les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique, ça fait allusion à la démocratie actuelle qu'on essaie juste de renforcer. Maintenant, ce qui est les chefferies traditionnelles là, c'est le respect. Par exemple, si vous partez au Ghana, il faut voir comment le roi est respecté au niveau du Ghana. Il a les mêmes escortes. Il a les privilèges. Mais chacun a son rôle à défendre. La politique, c'est un temps. Un État, c'est une continuité. Mais la royauté, ça, c'est familial. Les gens voient directement quand on dit ok, on va faire les États-Unis d'Afrique aujourd'hui. Non, le Royaume-Uni d'Afrique aujourd'hui, c'est que c'est une seule famille qui va gouverner l'Afrique. Non, on ne parle pas de ça. Non. Les familles, on va juste renforcer les familles royales, mais comme je viens de vous dire, par rapport maintenant à l'horizon 2030, nous sommes en train de former des hommes et des femmes à être acteurs au développement, qui seront maintenant acteurs politiques dans les jours à venir. Si quelqu'un vous dit que l'Afrique aura maintenant un roi pour tous les pays africains, là, c'est décéléré. Les pays n'ont pas les mêmes réalités. Les pays n'ont pas les mêmes cadres. Donc, il faut respecter chaque pays selon ses visions et selon ses principes. D'accord. Juge va. Oui, mais en même temps, le président met le doigt sur quelque chose qui est important. C'est que on a un regard qui est très différent. Quand je dis regard qui est très différent, c'est notre contexte qui, celui africain, fait comme s'il y a une superposition de choses, des acquis qui sont de l'ordre de notre histoire, avec une chefferie qui est respectée, qui tire sa légitimité de plusieurs dimensions, culturelles, religieuses à la fois, et puis de l'ordre du social, parce qu'on a toujours vécu avec eux, on sait que c'est le chef, c'est la famille royale, ce n'est pas contesté. Et puis, il y a la République dans laquelle nous sommes, qui tire aussi son essence de certaines réalités qui sont intangibles pour elle. C'est la question de la justice, c'est la question d'une constitution, c'est des éléments qui sont des valeurs pour elle. On est dans, comme le diraient les scientifiques, on est dans des repères différents.
c'est une concomitance qui nous oblige, nous, dans la dualité africaine là, de tenir compte et de ceci et de cela. Vous dites États-Unis d'Afrique, je pense que là on est dans la réalité république. Vous dites Royaumes-Unis d'Afrique. Là on est dans, je ne vais pas dire passéiste, mais on est dans une autre dimension qui est celle purement africaine, et vous dites dénominateur commun que nous avons de par notre histoire. Est-ce que ça peut pas être antagonique quand on regarde deux éléments qui sont dans deux repères bien distincts, ou quelquefois l'un n'est pas contre l'autre, mais ignore l'autre. Parce que dans la République, quelquefois, on ignore la chefferie. Oui. Ok. Moi, je pense que... Merci pour ce point-là, et qui fait beaucoup de polémiques d'ailleurs. Et moi, je pense que les gens n'ont pas beaucoup compris. Les chefferies traditionnelles jouent toujours leur rôle, mais ils ont un peu démissionné. Comme j'ai pris l'exemple, quand le chef de famille, le chef de village est sur place, on ne pouvait pas assister à des divorces, ni à des querelles entre les frères et les sœurs de la même famille. Maintenant, aujourd'hui, une autorité politique, s'il va dans une région ou bien dans une localité, qu'est-ce qu'il fait? Il va saluer d'abord les chefferies traditionnelles. Ça, c'est nos valeurs, c'est nos principes. Maintenant, il les écoute. S'il y a un problème dans une localité, c'est les chefferies traditionnelles qui travaillent avec les maires et c'est-à-dire avec l'autorité administrative et politique. Maintenant, nous voulons aujourd'hui renforcer cette relation. Quand vous prenez le Ghana toujours, mais il n'y a pas de discordance. Ils sont sur les deux voies. Il y a le côté tradition et il y a le côté modernisation. C'est cette modernisation que nous n'avons pas compris, parce que la démocratie arrivée en Afrique, ça n'a pas été adapté à nos valeurs. Imagine, moi je suis un enfant de l'avènement de la démocratie, tout est passé devant moi au Mali. Je sais comment c'est venu. Mais est-ce que c'est que la démocratie nous avait dit, nous avons vraiment, comment dirais-je, faire comprendre que avec la démocratie, tout va changer. On nous parlait de l'éducation, l'emploi, tout ce qui suit. Mais nous avons compris que la démocratie nous a amené quelque chose qui vient de l'Occident. Le respect mutuel n'existe plus aujourd'hui. Comme vous voyez sur les réseaux sociaux, un jeune qui peut se permettre d'insulter quelqu'un qui a l'âge de son père ou de sa maman, on ne voyait pas ça. Nous avons trop compris cette démocratie. Donc il faut revenir un peu en arrière, aller vers les jeunes ainsi que les femmes, leur faire comprendre qu'est-ce que c'est que la démocratie. On avait la démocratie. Mais notre démocratie, adaptée à nos valeurs, ce qu'on n'avait pas, c'était la comment dirais-je, le multipartisme. Merci. C'est ce qui nous manquait. Sur nos valeurs, ça résumait vraiment la démocratie. La démocratie, c'est l'entente entre les fils et les filles. C'est le respect mutuel. Chacun, un droit, une justice pour tout le monde, pour chacun. On avait ça. Maintenant, aujourd'hui, moi je ne vois pas de différence ou bien de problème d'essayer de mettre en relation les deux volets, les États-Unis d'Afrique et les Royaumes-Unis d'Afrique. Les rois se connaissent déjà. Les rois se concertent en Afrique. Ils ont leur bloc. Mais ils ne sont pas comme la politique, là où on parle à la télé, on a fait ça, on dit non. Mais c'est la politique qui parle beaucoup. Les gens, ils avaient peur, quand on veut faire venir les Royaumes-Unis d'Afrique, on a fait 2 ans de discussion avant de s'attendre sur UCAF. Parce que beaucoup disaient il faut les États-Unis d'Afrique, parce que le royaume là, ça va nous faire revenir encore en arrière, le monde avance et nous voulons retourner en arrière. Moi, je faisais partie des gens qui voulaient les États-Unis d'Afrique. Dieu merci, j'ai pu rencontrer des leaders comme les Kadhafi, les Nelson Mandela, les Kofi Annan, les Rawlings. C'est pas pour rien que je suis guide aujourd'hui ou médiateur de cette révolution. C'est-à-dire j'ai été formé. L'engagement et la détermination, c'est personnel.
Aujourd'hui, nous pouvons aller dans ce sens, les États-Unis d'Afrique après. Mais aujourd'hui, travaillons sur nos valeurs d'abord, inculquer ça dans le mental de cette nouvelle génération, qu'on arrive à avoir le respect mutuel, qu'on ne perd plus nos valeurs. Aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste à des divorces, on assiste à tout ce qui suit. Nous sommes dans un monde de mensonges. Nous sommes dans un monde d'hypocrisie. Auparavant, ça ne faisait pas partie de nos valeurs. Aujourd'hui, on peut mentir et demain, on revient, on ne s'excuse pas. Et on continue, on dit oui, hier j'avais dit ça, c'est vrai, mais on ne s'excuse jamais. C'est ce qui se passe. Donc la nouvelle génération est en train de regarder ce qui se passe. Quand ton père n'arrive pas à respecter ses paroles, et toi, si tu n'arrives pas à faire l'auto-formation sur ta personne, tu es obligé maintenant de suivre les traces. Parce qu'on dit, là où nos pères mettent leurs pieds, si on n'arrive pas à dévancer, quand même faisons tout pour arriver à ce niveau. Nous sommes tous le reflet de nos familles. Donc nous travaillons pour faire venir notre valeur, mais ce n'est pas d'imposer à ce que les rois soient les décideurs en Afrique, non. D'accord, vous êtes au Burkina, et qui avez-vous pu rencontrer? Bon, je ne peux pas citer parce que j'ai rencontré beaucoup. D'accord. J'ai été même au niveau des familles royales, j'ai rencontré même des hommes politiques, j'ai rencontré les associations, les mouvements des jeunes pour ou contre le gouvernement. C'est-à-dire, comme je viens de vous dire, je suis là pour une prise de contact. Je fais des concertations avec les uns et les autres. Essayer de comprendre ce qui se passe réellement. Nous, on a étudié le terrain du Burkina, étant en dehors du Burkina. Maintenant, moi, ma venue, c'est d'être sur le terrain et de m'acquérir maintenant de la réalité du terrain. Et maintenant, de faire un rapport détaillé au cercle des sages et au cercle de réflexion, afin de faire un cahier de doléances que je dois remettre officiellement au président du Faso. C'est comme ça. Donc, tant que je ne finis pas les concertations, je ne rencontre pas les gens publiquement. Parce que ce qui a été compris en Afrique, quand vous êtes d'un parti à l'opposition, lui, il est de la majorité, ou bien le président, il est d'un mouvement qui veut certaines choses, et qu'il y a un autre mouvement qui veut... Mais lorsqu'on va voir avec le président tout de suite, l'autre ne va pas chercher à comprendre, il va dire, ah, il est venu pour ces gens-là. Il les a rencontrés en premier. Je rencontre tout le monde, parce qu'on s'est dit, les hommes naissent égaux. Avant d'être politicien, ou avant d'être membre d'un parti ou une association, nous sommes des êtres humains d'abord. Nous, c'est le Djatigia qu'on dit, c'est-à-dire, comment dirais-je, quand on vient dans un pays, essayer d'aller avec les gens. Mais n'essaie pas d'être un bloc ou un blocage entre les gens. D'accord. Voilà. Oui, mais pourquoi est-ce que c'est au chef de l'État que vous choisissez de remettre, puisque votre vocation est panafricaine? Il y a les autres présidents et puis il n'est pas le président en exercice actuellement de la CEDEAO, donc déjà l'espace régional. Je vais vous expliquer ce point. Nous, c'est un peu différent. J'ai dit un cahier de doléances. Okay. C'est le chef d'État en exercice. Et je me retrouve au Burkina. Le respect est là, c'est ce que je dis tout le temps, il y a le respect mutuel. Maintenant, les chefferies traditionnelles, ils ont leur rôle. Nous, on a des doléances vers eux. Ça, c'est à part. Mais ce qui est la gestion de l'État, le président est le chef suprême des armées, il est le premier responsable du pays. C'est pourquoi nous, je dois le remettre officiellement, le cahier de doléances. Et maintenant, ça trouvera que j'ai rencontré presque les autorités coutumières, les autorités politiques, religieuses, tout ce qui suit. Parce que le cahier de doléances qu'on va lui remettre, tout est dedans. Qu'est-ce qu'il faut pour le Burkina aujourd'hui et l'Afrique? C'est par rapport à ça. Et les autres présidents? Nous travaillons sur tous les pays. Nous travaillons sur tous les pays. Pendant les 10 ans, je dois être dans tous les pays africains. Même au niveau de la diaspora. Mais ça veut dire que ça va vous demander des moyens. Qui vous finance? C'est vous et moi. Non, parce que moi, je ne vous ai rien encore donné. Sauf si les autres juges ont donné. Vous m'avez donné quelque chose qui est plus que des milliards. Je suis sur votre plateau aujourd'hui. Je suis en train de passer le message. Mais ce n'est pas la réponse à ma question. La réponse est ça d'abord parce que la communication c'est l'arme fatale.
si vous parlez des moyens, les moyens ça peut être quoi aujourd'hui si ce n'est pas le déplacement? Nous créons l'opportunité et on saisit l'opportunité. C'est pourquoi nous disons les 6 pôles de développement. Assurer l'autosuffisance alimentaire, assurer maintenant la santé et l'environnement, assurer l'éducation et la culture. Là, on ne gagne pas d'argent, n'est-ce pas? Mais on produit. Maintenant, lorsqu'on parle de l'emploi et la formation, quand tu crées d'emploi, tu crées des structures. C'est pourquoi j'ai à dire que nous sommes dans un combat intellectuel et juridique. Nous ne sommes pas là pour parler, pour dire ok, il faut faire ça, ou bien dire au gouvernement de faire quelque chose. Non. La charité, bien on commence par soi-même. Nous sommes en train de... Je suis au Burkina. C'est de voir maintenant. Par exemple, je disais ici au Burkina que Ouaga n'aime pas les étrangers. Les gens n'ont pas compris. Je n'ai pas dit que les Ouagalais n'aiment pas les étrangers, mais Ouaga n'aime pas les étrangers. Ici, si tu es à Ouaga, tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas de contact, le moyen de déplacement, transport en commun, c'est difficile. C'est très difficile. Donc ça n'encourage pas un étranger de venir alors qu'il ne peut pas aller à ses rendez-vous. Est-ce que tu peux chercher un jeune du quartier qui a une moto que tu ne connais pas? Et il sait que tu es venu avec de l'argent, tu dois investir dans le pays. Tu ne vas pas te dire qu'il va essayer de révolter d'autres personnes pour te faire des choses? Non. Aujourd'hui, le premier problème au niveau de Ouaga ici, il n'y a pas de transport en commun. Il y en a, mais c'est peu. Il y a des secteurs, si tu es là-bas, tu peux faire 2 heures. Tu ne peux pas aller. Maintenant, avant de venir dans un pays, on a des relations dans chaque pays. Ok? On a des hommes et des femmes qui sont dans chaque pays, qui ont les mêmes visions que nous. Avant de venir, on se concerte. Une fois arrivé, tout est déjà ok. C'est du bénévolat que nous sommes en train de faire. On ne gagne pas. D'accord. Pour ceux qui nous prennent en main, je rappelle que El Hadj Mohamed Bamba est notre convoqué du jour. Alors je rappelle que vous êtes le coordinateur de United Kingdoms of Africa, UCAF. Yeah. Vous l'avez dit au début de cette émission, l'heure n'est plus au discours, il faut aller aux actes. Exactement. Vous parlez de 6 axes, hein, l'éducation, les questions de formation, il y a la sécurité. Oui. Qu'est-ce que vous avez posé concrètement comme acte aujourd'hui, au-delà de ce que vous présentez comme vision? Bon, comme je viens de dire, nous avons adopté la stratégie crocodile. Parce que nous avons compris que nous sommes dans cette démarche-là. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas de même avis que nous. Donc, on dit, pour mieux vivre, il faut vivre caché. Nous avons posé beaucoup d'actes concrets, simples. Mais nous disons que le jour n'est pas encore arrivé pour médiatiser ce que nous sommes en train de faire, sinon ça peut freiner. C'est ça l'erreur aussi des Africains. Nous engageons toutes nos balles avant d'aller sur le champ de bataille. Maintenant, une fois arrivé au champ de bataille, tu n'as plus de balles. Vous avez vu aujourd'hui tout ce qui se passe en Afrique ici par rapport au terrorisme. Maintenant, ils nous écoutent sur les réseaux sociaux. On a même des documents de l'État, des informations des États et autres qui circulent dans sur les réseaux sociaux. En voyant tout ça, est-ce que nous allons maintenant nous mettre devant les faits, afin que nous soyons abattus comme les Thomas, comme les Kwame Nkrumah, comme les Sékou Touré qui ont laissé leur pays, et Modibo Keïta comme chez moi? À vous écouter, il y a des gens qui sont contre les États-Unis d'Afrique. Bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir des noms? Vous parlez de qui? Non, je ne peux pas vous dire de nom, mais il y a des concepts qui sont là. La situation que nous vivons aujourd'hui, ça arrange d'autres personnes. Maintenant, si tu veux nous faire dégager de cette vision, maintenant, tu vas les peiner. Ok, on va permettre à Juge Bougouma de poursuivre sa question. Oui, mais sur le plan organisationnel, quand votre royaume sera enclenché, ce royaume-là, on aura un roi avec un premier ministre comme dans des pays comme comme on appelle ça, d'autres pays qui ont un roi avec un premier ministre, ou bien c'est un roi qui va gouverner, ou bien c'est un président. Les Swatini? Voilà, comme le Swatini, ou bien comme en Angleterre, une reine mais un premier ministre qui est élu. Voilà, l'Allemagne est pareil, et puis bon, voilà, bref. Comment est-ce que chez vous ça va fonctionner sur le plan organisation? Sur le plan organisationnel, comme je vous ai dit, nous travaillons step by step, c'est-à-dire pas à pas. Nous sommes à un niveau en coordination d'abord. Les rois ne sont pas impliqués directement aujourd'hui, mais nous les écoutons.
nous travaillons avec les familles royales. Non, quand je pose la... Non, je vous ai compris, je vais venir. Okay. Nous sommes en coordination aujourd'hui. Ok. Maintenant, si on doit avoir les États-Unis et les Royaumes-Unis d'Afrique aujourd'hui, en ce moment, ça trouvera que nous avons les hommes et les femmes qui sont de notre vision, qui sont déjà aujourd'hui présidents des pays africains. Même si ce n'est pas tous les pays, mais la majorité. Et c'est en ce moment que nous pourrons décider de faire les États-Unis d'Afrique, qui est un seul président en Afrique. Et les autres peuvent être qui est des gouverneurs. Aujourd'hui, la CEDEAO, il faut voir les concepts. Il faut voir les concepts de l'Union africaine. Il faut juste prendre les choses et puis les renforcer. Mais le blocage, c'est quoi aujourd'hui? Quand on parle des Royaumes-Unis d'Afrique, c'est là le blocage. Parce que les gens veulent savoir comment fusionner ces deux autorités ensemble. Chacun va jouer son rôle. Nous pensons que les rois vont jouer toujours leur rôle. Maintenant, ce n'est pas les familles royales qui vont diriger les Royaumes-Unis d'Afrique. Non. Non. Comme vous avez dit tout à l'heure, au niveau de la Grande-Bretagne, il y a un Premier ministre qui est là, qui gère tout ce qui est politique. Nous, les familles royales, serons là pour des principes de respect et tout ce qui suit. Mais nous ne disons pas qu'il y aura un seul roi qui va gouverner et comme il y a un seul président, non. Nous allons juste renforcer le rôle et le service des familles royales. Mais ça ne veut pas dire que c'est les rois qui vont diriger l'Afrique, non. D'accord. Juste là. Oui, moi je vais venir à la genèse même de votre, je ne sais pas si je vais dire mouvement ou comment je pourrais l'appeler. C'est une coordination. De cette coordination. Comment est-ce que vous êtes porté guide? Vous dites? Comment est-ce que vous avez été porté guide? Parce que vous avez dit que c'est en septembre 2020 que ça a commencé. Ok, je vais expliquer. Lorsqu'il y a eu le coup d'État à Bamako, il y a eu la visite des panafricanistes. Je cite Maître Saïd Larifou, les Doro. Il y avait d'autres nationalités comme Caroline du Cameroun. Ils étaient beaucoup. En ce moment, nous, on n'avait plus vraiment le courage. Parce que lorsque j'étais au Ghana là-bas, dans les années 2004, 2005, 2006, on travaillait à travers l'Union africaine au niveau de la jeunesse. Mais je voyais que c'est juste pour prendre de l'argent, organiser des festivités, et ça s'arrête à ça. Et il n'y a pas d'action. Donc, moi je me suis dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils nous ont contactés. Donc ils disent que vraiment il y a eu beaucoup de contacts, mais ça a été clair et net que la personne qu'ils doivent rencontrer, c'est moi. On s'est rencontrés, on a discuté, on a vu qu'on a les mêmes visions. Maintenant, ça m'a donné une force. On a échangé, on a fait les activités au boulevard de l'Indépendance au Mali là-bas. Et après, on a fait une réunion. Maintenant, de trouver un siège. C'est-à-dire un siège permanent pour les panafricanistes. Et on est allé à la mairie du district de Bamako. Le maire adjoint qui était là-bas, paix à son âme, qui est décédé juste après quelques jours de la pose de la première pierre. On a fait la pose de la première pierre du siège panafricaniste au niveau de la mairie du district de Bamako, qui nous a même autorisé d'avoir un bureau au sein même de la mairie du district. Okay. Maintenant, ce jour, moi je me suis dit, c'est des Africains qui ont quitté leur pays, c'est des du Comores, d'autres sont de la Guinée-Bissau, d'autres pays, mais ils sont tous venus. Ça veut dire qu'il y a encore des hommes et des femmes qui peuvent vraiment réaliser le rêve africain. On s'est concerté, on a continué. C'est l'heure du sommet, du fameux sommet encore de Macron, de Montpellier. Maintenant, il y a aussi le bloc panafricaniste qui a été créé. Il y a tous les leaders panafricanistes d'ailleurs. Nous faisons des conférences sur Zoom, conférences et autres là. Maintenant, ils ont demandé à ce que moi je fasse la lecture de la conclusion du rapport final des panafricanistes par rapport à la situation de la conférence de la rencontre de Montpellier avec Macron. C'est moi qui ai fait la lecture. Les vidéos qui circulent, c'était moi. Donc tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, j'ai le respect de tous les panafricanistes. C'est pas parce que je suis malien ou je suis El Hadj Mohamed Bambana. C'est par rapport à mon CV. C'est par rapport à ce que j'ai eu à faire.
mais dans le silence. Il y a le cercle des sages, ça c'est les vieux. D'autres qui sont de la génération de Modibo et les autres là, d'autres même qui ne peuvent même pas s'asseoir seuls. Mais ceux-là ont eu confiance à ma personne. Haïti, je n'ai jamais été là-bas. Mais il y a des gens qui ont travaillé à Kadhafi, qui travaillent toujours, qui m'ont contacté. Je ne fais pas de déclaration, je ne fais rien sans que ça passe au niveau du cercle des sages et après maintenant du cercle de réflexion et d'action. Donc maintenant si vous voyez que je n'ai pas été contesté jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que ça se comprend. Vous revendiquez combien de membres? Vous dites? Vous revendiquez combien de membres? Nous sommes 54 pays africains, nous sommes la diaspora africaine et nous sommes les afro-descendants. Nous sommes divisés en 3 blocs. Normalement, moi je gère les 54 pays africains, il y a d'autres qui gèrent la diaspora africaine et il y a d'autres qui gèrent les afro-descendants. Alors quand vous sonnez un rassemblement, vous pouvez réunir combien de personnes? En fait, nous, nos rassemblements, on ne fait pas des rassemblements comme ça, comme les autres. Comme je vous ai dit, nous avons adopté la stratégie crocodile. C'est pourquoi vous voyez que moi devant souvent et vous pourrez voir d'autres personnes avec moi. Parce que j'ai eu à dire à Kadhafi la dernière fois, ils ont été des troncs d'arbres. C'était pas bon. Ils devraient être des branches d'arbres ou des feuilles. Là, les ennemis, soit les adversaires n'allaient pas les voir directement, ils allaient chercher à savoir qui est en bas. Aujourd'hui, tout le monde veut savoir qui est derrière tout ça. C'est ça la question. Nous, aujourd'hui, on n'aime pas aller dans le sens du populisme, je m'excuse par le terme. À ce qu'on remplit une grande salle ou bien un pays. Aujourd'hui, je suis au Burkina, il y a face au public qui doit être organisé ici très bientôt, si nous avons l'autorisation avec l'autorité. C'est-à-dire, ça peut être au niveau de l'amphithéâtre de 1000 places ou même, je ne sais pas. Ça sera un débat public face au public en direct sur les chaînes TV, radio et web en même temps. Là, je serai en face du public et accompagné par d'autres qui sont membres du cercle de réflexion aussi. D'accord. Vous dites que vous êtes à l'étape de coordination. Vous êtes présentement au Burkina Faso. Oui. La prochaine étape, c'est quel pays? Puisque vous dites que vous avez vocation à faire tous les 54 pays. Exactement. Pendant mon séjour au Burkina ici, normalement, je dois faire ces devoirs. Ils avaient parlé de 3 mois. D'autres avaient parlé de 6 mois. Mais je pense que c'est 3 mois qui sera la finalité. Parce que nous, on passait dans les pays. J'ai quitté le Ghana, j'ai quitté le Mali, j'ai été à Abidjan. Mais ce n'est pas du passage faire des conférences de presse et autres. Nous avons compris qu'il faut rester sur place, avoir une base solide. Et en même temps, maintenant, on peut faire des voyages au niveau des pays frontaliers. Maintenant, je dois faire la Côte d'Ivoire. Je dois faire la Guinée-Conakry. Je dois faire aussi, le Tchad. Je dois faire le Niger. Je dois faire le Maroc. J'ai à peu près 10 pays à faire, sinon 15, pendant les 3 mois. D'accord. Monsieur le juge, chacun a l'occasion soit de poser une question ou de faire un commentaire avant qu'on ne referme les portes de cette émission. On commence avec le doyen des juges. Oui, j'ai entendu un genre de deadline, moi j'appelle ça comme ça, vous avez dit 2030. Oui. On connaît la célérité africaine dans ce genre de choses lorsqu'il s'agit d'intégration du RSU. Il y a beaucoup d'exemples. La monnaie, par exemple. Oui. Même la réalité même de la libre circulation des biens et des personnes dans un espace comme la CEDEAO. Oui. Vous ne laissez pas vous dire combien c'est compliqué. Maintenant, vous vous dites 2030. Alors que là où les chefs d'État se sont engagés devant tout le monde, 20 ans, on n'a même pas pu commencer à avoir le début de la dynamique. Vous êtes confiant pour... Oui, parce qu'ils n'ont pas eu le soutien du peuple. C'est pourquoi je vous ai dit que nous avons adopté la stratégie crocodile. Parce qu'aujourd'hui, toi tu veux vraiment travailler, mais il y a d'autres personnes qui veulent maintenant mettre le bâton dans tes roues. Maintenant on dit l'intérieur est chaud, l'extérieur est chaud, tu vas où? Donc aujourd'hui, nous avons pensé que seul le peuple est souverain. Si on dit que le peuple est souverain, nous en tant qu'indépendants, parce que nous ne sommes pas financés par des structures, et on n'a pas de droit de veto. On est libre de circuler et on est libre de prendre des décisions parce qu'on a aussi un cercle juridique. Là où il y a les grands avocats, par exemple, tout ce que moi je vais dire,
tout ce que je dois dire dans une déclaration et tout ce qui suit, pour voir la déclaration s'il n'y a pas des choses qui vont nous peiner. C'est bon, je vous ai dit que nous sommes dans un combat intellectuel et juridique, nous sommes bien structurés. Mais c'est du bénévolat. C'est nous, on se débrouille, on fait ce qu'on peut. Des gens de bonne volonté qui ont la même vision comme nous, nous soutiennent, de loin ou de près. D'accord. Juge Bougma. Non, il n'est pas seul dans ce combat de panafricanisme. On en a reçu ici beaucoup, qui partagent effectivement à peu près les mêmes visions, les mêmes valeurs. Maintenant, ce que je dis, ce qui reste, c'est comment est-ce que rendre cela possible, comment concrétiser cela pour que ça puisse sortir du rêve pour devenir de la réalité. Et là, ils sont attendus. Ici, il y a un deadline, 2030, c'est dans 8 ans, à l'aune également de ce qu'ils vont imposer comme geste, on pourra naturellement apprécier. Alors, El Hadj Mohamed Bamba, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Merci, monsieur le président. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'UCAF, United Kingdoms of Africa. Vous êtes également guide et médiateur de la révolution patriotique et panafricaine. Avec vous, on a parlé de votre vision de l'unité africaine qui est basée sur nos valeurs, nos traditions, la chefferie et la royauté. Merci d'être passé. Rendez-vous en 2030 pour faire le bilan en tout cas de votre action. Merci aussi, messieurs les juges, pour les clés de lecture. On se donne rendez-vous pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders True TV et Watt FM.